Bienvenue à l'échange. Aujourd'hui, on s'attaque à une véritable énigme. Comment un homme, l'auteur japonais Nobuaki Notora, peut-il passer 40 ans de sa vie immergé dans le monde arabe pour au final en revenir avec un diagnostic, disons simple, radical et profondément dérangeant? Oui, et c'est bien là toute la question. Est-ce que ce diagnostic, au fond, est le fruit d'une lucidité exceptionnelle, celle d'un regard extérieur qui serait capable de voir ce que les initiés ne voient plus? Ou bien est-ce que c'est le résultat d'une immense méprise, l'analyse d'un homme qui, malgré toute sa bonne volonté, n'a jamais vraiment cessé de regarder le monde arabe à travers des lunettes japonaises? Je pencherai sans hésiter pour la première option. Je pense que Notora a vraiment mis le doigt sur un concept central, celui de l'oppression, qui agit comme une clé de lecture pour comprendre de nombreuses dynamiques sociales. Et de mon côté, je soutiendrais au contraire que cette fameuse clé, c'est une simplification abusive. En voulant tout expliquer par un seul prisme, il finit par créer une caricature et il passe complètement à côté de la complexité et aussi de la vitalité de société qu'il prétend décrire. Alors entrons dans le vif du sujet. Le cœur de la thèse de Notohara, c'est ce mot arabe al-qam'a. On le traduit souvent par oppression ou répression, mais pour lui c'est bien plus que ça. Ce n'est pas juste la police politique ou la censure des journaux, non. Il décrit quelque chose de bien plus diffus. Une sorte d'oppression dans l'air, une force invisible qui s'infiltre absolument partout et qui pousse chaque individu à s'autocensurer, à ne pas faire de vagues, à ne jamais prendre d'initiative. C'est une idée forte, je le reconnais. C'est bien plus qu'une idée, c'est une observation de terrain. Il donne des exemples très concrets, il raconte par exemple son étonnement en voyant des automobilistes au Caire coincés dans un embouteillage monstre qui refusent de coopérer pour se dégager. Chacun klaxonne dans son coin, attend que quelqu'un d'autre, l'État, un policier, vienne agir. Pour lui, ce n'est pas de la simple incivilité, c'est un symptôme direct d'Alcom, le résultat d'une culture où l'initiative individuelle a été si systématiquement découragée au profit de l'attente d'un ordre venu d'en haut que, même dans une situation simple, le réflexe citoyen a disparu. D'accord, l'exemple est parlant. Mais le problème, c'est qu'il prend ce genre d'anecdote et il en fait en une loi universelle pour des dizaines de pays et des centaines de millions de personnes. Quand il utilise ce terme al-Kalam, il met dans le même sac le Maroc, l'Égypte, la Syrie, l'Irak, des sociétés avec des histoires, des structures politiques, des dynamiques sociales qui sont radicalement différentes. C'est là que son analyse devient, à mon sens, non seulement une simplification, mais une véritable distorsion. Mais ne voyez-vous pas qu'il cherche justement un fil conducteur ? Il ne nie pas les différences, il identifie un mécanisme qui serait commun. Il oppose par exemple la figure de l'empereur japonais qui aujourd'hui n'est plus qu'un symbole sans pouvoir réel à celle du dirigeant arabe, qu'il soit roi ou président dont l'autorité est perçue comme absolue, au-dessus des lois. Il dit que cette structure de pouvoir si verticale, si écrasante, finit par produire partout le même effet, une culture de la peur. Les gens apprennent à se soumettre, pas à être des citoyens responsables. Le questionnement, la critique, tout ça devient dangereux, et à force, ce muscle civique s'atrophie, tout simplement. Le mot qui me dérange, c'est partout. En se focalisant de manière, je dirais, obsessionnelle sur cette idée d'Alcom, il devient aveugle à tout le reste. Il ne voit plus les espaces de résilience, les poches de créativité, les formes de contestation subtiles qui existent dans toutes les sociétés, même les plus autoritaires. Sa vision est entièrement tournée vers les structures de pouvoir formelles, vers le sommet de la pyramide. Il ne regarde pas la vie qui foisonne à la base, les dynamiques sociales informelles, les solidarités qui se créent précisément contre ce pouvoir. Son analyse est sombre, monolithique et finalement un peu désespérante. Je ne la trouve pas désespérante, moi. Je la trouve exigeante. Il ne dit pas que les gens ne sont pas résilients. Il dit que leur résilience est une stratégie de survie, pas un projet de société. Et c'est justement cette obsession pour l'Alcam qui lui permet de comprendre un autre point crucial, la fameuse dialectique entre l'individu et le groupe. Ah, nous y voilà. Et je parie qu'il a une vision très négative de la question. Il a une vision analytique. Il observe que, dans beaucoup de contextes arabes, l'identité d'une personne est presque entièrement définie par son appartenance à un groupe clé, sa famille élargie, son clan, sa communauté religieuse. La loyauté première ne va pas à la nation, à l'État, mais à son cercle rapproché. Et pour lui, ce n'est pas un hasard, c'est une conséquence directe de ce système oppressif.
L'État étant perçu comme une entité lointaine, prédatrice et arbitraire, les gens se replient sur la seule structure qui leur offre une vraie protection, le groupe. Mais en vous focalisant sur cette idée d'oppression comme étant la cause unique, n'êtes-vous pas en train de mal interpréter complètement cette dynamique? Ce que vous décrivez comme un repli, moi je le vois tout autrement. C'est-à-dire, Je le vois comme une forme de filet de sécurité sociale et identitaire qui est extraordinairement puissant. Ce n'est pas juste un refuge, c'est une structure sociale alternative. Dans des pays où l'État est historiquement défaillant, où il ne fournit ni services fiables, ni justice équitable, ni perspective d'avenir, eh bien la communauté prend le relais. Elle offre le soutien, l'entraide, le sens que l'État est incapable de donner. Ce que Notoira voit comme un manque de responsabilité civique, on pourrait l'analyser comme une allocation différente, et très rationnelle, de cette responsabilité. On est responsable envers ceux qui sont responsables envers nous. La famille, le clan. Pas envers une abstraction lointaine qui nous a jamais rien donné. Mais c'est une logique de fragmentation. Ça empêche l'émergence d'une conscience nationale, d'un véritable bien commun. Si chacun ne se préoccupe que de son propre groupe, qui va se préoccuper des routes, des hôpitaux, de l'environnement? Noto Hara constate que cette logique clanique mène à une sorte de privatisation de l'espace public et à l'idée que les biens de l'État sont une ressource à piller, pas un patrimoine à préserver. C'est un diagnostic fonctionnel. Ce système empêche le développement. Vous utilisez le mot développement comme si c'était un concept universel, avec un seul chemin possible, celui qui a connu le Japon de l'après-guerre avec son État-nation fort et centralisé. C'est précisément le biais de Noto Hara. Il juge une réalité à l'aune d'un modèle qui n'est pas le sien. Il ne voit pas que ces liens communautaires sont aussi une source de résilience incroyable, de chaleur humaine, de solidarité que, que bien des sociétés occidentales ou asiatiques plus individualistes ont perdu. Ils confondent une différence culturelle profonde avec un dysfonctionnement pathologique. Et si cette différence culturelle était elle-même le résultat d'une pathologie politique? C'est tout le nœud du problème. Et ça nous amène à la question fondamentale, celle de la légitimité même de son regard d'étranger. Est-ce qu'il a le droit, la capacité, de porter un tel jugement? Exactement. Et pour moi, la réponse est nuancée. Noto Hara, malgré ses 40 ans sur place, reste un étranger. Il l'admet lui-même. Ses livres sont pleins de moments où il avoue ne pas comprendre, où il est en état de choc culturel. Il observe des codes vestimentaires, des interactions sociales, la gestion du temps, et il plaque presque systématiquement sa grille de lecture. C'est une manifestation de l'alkikam. Il est incapable de saisir la myriade d'autres significations possibles. L'expression d'une identité, d'une piété, d'une affirmation sociale, d'une tradition. Son œuvre est fascinante, mais elle en dit peut-être autant sur les angoisses et les certitudes d'un intellectuel japonais que sur les réalités arabes. Ce n'est pas un miroir, c'est une projection. Attendez, je trouve cette critique injuste. Pour moi, son choc n'est pas un défaut, c'est son principal outil analytique, Siu. C'est justement parce qu'il n'est pas habitué à certaines choses qu'il peut encore les voir. Là où un local ne voit plus que la routine, l'habitude, la normalité d'un fonctionnaire corrompu ou d'un traitement humiliant à un aéroport, lui, il voit l'aberration. Il voit la rupture avec une norme de dignité humaine et de service public qu'il tient pour acquise. Sa naïveté, si on peut l'appeler comme ça, est sa plus grande force. Elle lui permet de poser les questions que les gens sur place, par lassitude ou par peur, ont tout simplement cessé de poser. Je comprends l'idée du miroir tendu par l'étranger, mais un miroir peut être déformant en se focalisant uniquement sur ce qui le choque, sur ce qui ne correspond pas à ses propres standards. Il finit par brosser un tableau qui est non seulement négatif, mais aussi très incomplet. Il y a un vrai risque de ne voir que la pathologie et d'ignorer complètement la vitalité. Où sont dans son analyse la poésie, l'humour, la générosité, la joie de vivre, qui sont aussi des composantes essentielles de ces sociétés? Son analyse est peut-être aiguisée, mais elle est terriblement sélective. Et une analyse sélective est, involontairement peut-être, une analyse partiale. Mais il ne prétend pas être un poète ou un anthropologue de la joie. C'est un analyste politique et social. Il cherche les causes d'un blocage qu'il observe. Il pose une question qui le hante. Pourquoi ces sociétés, si riches humainement et culturellement, n'arrivent-elles pas à tirer les leçons de leurs erreurs, à s'autocritiquer pour progresser? Et sa réponse, c'est Al-Kalam. C'est cette force qui paralyse l'autocritique. Pour lui, le Japon de l'après-guerre a pu se reconstruire parce qu'il y a eu un moment de vérité, une introspection collective brutale. Il ne retrouve pas ce mécanisme dans le monde arabe et il essaie d'en comprendre la raison.
C'est une démarche purement intellectuelle, pas en jugement moral. Mais la démarche a des conséquences. En présentant une image aussi sombre et systémique, il conforte sans le vouloir une certaine vision orientaliste qui voit le monde arabe comme un bloc immuable, incapable de changement et défini uniquement par ses échecs. Je ne dis pas que c'est son intention, mais c'est l'effet que son œuvre peut produire. Son regard, aussi sincère soit-il, n'est pas neutre. Il est celui d'un citoyen d'une puissance économique et technologique qui regarde une région en crise. Cet écart de pouvoir, il influence inévitablement la perspective. En résumé, ce qui se dessine, c'est une tension irréductible. D'un côté, on a la perspective de nos Torahs, qui, même si elle est dure, nous force à considérer ce lien dévastateur entre les structures de pouvoir autoritaires et une culture publique marquée par la peur et par le manque de responsabilité civique. Il nous oblige à voir comment l'oppression, une fois qu'elle est intériorisée, façonne jusqu'à nos gestes les plus quotidiens. Et de l'autre côté, on a la lecture que je propose. Son œuvre doit être abordée avant tout comme une perspective japonaise, subjective et culturellement située. Son apport le plus précieux, ce n'est peut-être pas une vérité sociologique sur le monde arabe, mais le récit fascinant d'une confrontation. Une confrontation entre un homme et des sociétés qu'il a aimées mais qui l'ont constamment dérouté. Et ce faisant, il nous rappelle que toute tentative de comprendre l'autre est au final une manière de s'interroger sur soi-même. On se retrouve donc avec cette question fondamentale. Est-ce que le regard de Noto Hara est-il un scalpel qui révèle une pathologie cachée, ou est-ce que c'est un filtre qui déforme la réalité qu'il observe? C'est peut-être ça le cœur de notre désaccord. Je crois que oui. Est-il un témoin lucide ou un prisonnier de sa propre culture? Son travail nous laisse avec cette interrogation, et le simple fait de la poser est déjà, en soi, d'une immense valeur. Cela nous force à questionner la nature même de tout regard porté sur une autre culture.